Il pensait que son plan était parfait, une femme docile, une maîtresse discrète et un secret de famille impossible à découvrir. Mais il a sous-estimé la seule chose capable de tout anéantir, l'instinct d'une mère trahie. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. La veille du gala. Le silence dans mon bureau n'était pas apaisant. C'était un silence dense, presque solide, un vide qui avait absorbé tous les rires et les conversations faciles de notre mariage au fil des ans. Dehors, la pluie de novembre, fine et glaciale, dessinait des larmes sans fin sur les immenses baies vitrées de notre maison sur les hauteurs de Fourvière. Notre maison. Je l'avais conçue, chaque ligne, chaque matériau, comme un sanctuaire de perfection. C'était devenu une cage dorée, magnifique et vide. À l'étage, j'entendais les pas étouffés d'Antoine sur les tapis de laine épais. Il se préparait pour sa soirée, ou plutôt, pour la nôtre. Le bruit de la douche se fit entendre, un sifflement lointain qui, ce soir-là, sonna pour moi comme le signal d'une course. C'était mon moment. Depuis des mois, une alarme silencieuse résonnait en moi. Ce n'était pas une simple intuition, c'était une accumulation de détails dissonants, de micro-fractures dans le vernis de notre vie parfaite. Un regard fuyant, un téléphone qui se verrouille un peu trop vite, des absences justifiées par des réunions tardives, de plus en plus fréquentes. Et puis, il y avait l'argent. En tant qu'architecte, j'avais l'œil pour les structures, et celle de nos finances devenait instable. Les comptes joints, que je supervisais par habitude plus que par méfiance, présentaient des hémorragies inexplicables. Quand je l'interrogeais, Antoine soupirait avec l'exaspération d'un homme important dérangé par des trivialités. Des frais de représentation, Élodie. Le train de vie que tu aimes tant a un coût. Il me renvoyait à ma prétendue superficialité pour masquer ses propres secrets. Ce soir-là, ma décision de fouiller sa mallette n'était pas un coup de tête. C'était l'aboutissement d'une lente érosion de la confiance, la dernière étape avant l'effondrement. Sa mallette en cuir grainé, habituellement verrouillée dans son bureau, était posée sur le fauteuil visiteur du mien. Un oubli ? Non. De l'arrogance. La certitude qu'il était intouchable. Mes mains ne tremblaient pas lorsque je soulevais le rabat. Mon cœur ne battait pas plus vite. Il était lourd, froid, un métronome battant un rythme lent et funèbre. L'intérieur sentait le cuir et son eau de Cologne. Mes doigts effleurèrent des dossiers, des stylos, avant de trouver une pochette cartonnée qui n'avait rien à faire là. Elle n'était pas siglée de son entreprise. Je l'ouvris. 2 feuilles de papier glacé. La première, une facture de la joaillerie Chaumet, place Vendôme. Le nom du collier, éclat nocturne, était une insulte poétique. Le prix, obscène, aurait pu financer l'acompte d'un appartement pour un jeune couple. La date d'achat, 3 semaines plus tôt. La seconde feuille, un reçu du restaurant de Paul Bocuse. Un dîner pour 2, avec un accord mets et vin qui laissait deviner une célébration. La date correspondait à la première nuit de son séminaire de 2 jours à Genève. Je suis resté là, debout, l'épreuve en main. La douleur attendue ne vint pas. À la place, une clarté terrible, une lucidité froide et tranchante. Ce n'était pas une simple liaison. C'était une double vie, financée avec notre argent, mon argent. Avec une précision d'horloger, j'ai sorti mon téléphone, j'ai photographié les documents sous tous les angles, puis j'ai tout remis à sa place exacte. J'ai refermé la mallette, les laissé où je l'avais trouvée. L'eau de la douche s'est arrêtée. Je suis retourné à mon bureau. Dans le reflet sombre de l'écran éteint, mon visage était un masque. Calme, lisse, impénétrable. Mais derrière ce masque, quelque chose venait de mourir. Et quelque chose d'autre, de bien plus dangereux, venait de naître. Le lendemain matin, l'atmosphère au petit déjeuner était d'une fausse normalité presque suffocante. Le parfum du café fraîchement moulu se mêlait à la tension palpable qui flottait entre nous. Antoine descendit, rayonnant, comme un acteur entrant en scène. Son costume gris anthracite était impeccable, sa cravate de soie nouée avec une précision étudiée. Il me gratifia d'un baiser sur la tempe, un contact froid et bref, un rituel vidé de sa substance.
Bonjour, ma chérie. Tu as l'air en pleine forme, dit-il en s'asseyant. La nuit porte conseil, répondis-je en lui servant son café, mon sourire aussi fin qu'une lame de rasoir. C'est là qu'il a planté sa première banderille, avec la sollicitude feinte d'un bourreau. Pour ce soir, j'ai réfléchi. Nous devrions prendre des voitures séparées. Le gala va sans doute finir très tard, et je sais que tu fatigues vite. Comme ça, tu pourras rentrer quand tu le souhaiteras, sans avoir à m'attendre. Je ne voudrais pas gâcher ta soirée. La phrase était un chef-d'œuvre d'hypocrisie. Il ne s'inquiétait pas de ma fatigue. Il organisait sa logistique. Il avait besoin d'une porte de sortie, d'une nuit sans contrainte, sans épouse à ramener à la maison. Je sentis la pierre dans mon estomac se transformer en un bloc de glace, mais mon visage resta une toile lisse. C'est une excellente idée, Antoine. C'est très attentionné de ta part. Le soulagement sur son visage fut fugace, un micro-mouvement des muscles autour de ses yeux, mais je le capturai. Il pensait que j'avais avalé le mensonge. Il me sous-estimait. C'était sa faiblesse, et ce serait ma force. Plus tard, en conduisant Chloé à son cours de violon, le silence dans la voiture était lourd. À 17 ans, Chloé n'était plus une enfant. Elle était une jeune femme à la sensibilité d'écorchée vive, capable de déceler les failles sismiques sous la surface des apparences. « Maman, tout va bien ? Tu es ailleurs depuis hier. » Je croisai son regard inquiet dans le rétroviseur. Ses yeux sombres, si semblables à ceux de son père, mais purs de toute duplicité. Lui mentir était une souffrance, mais la vérité était une arme trop dangereuse pour la manier à la légère. Je suis juste un peu préoccupée, ma chérie. Un gros projet, beaucoup de pression. Je marquai une pause, semant une graine. Tu sais, Chloé, dans la vie, il faut apprendre à regarder au-delà de ce que les gens te montrent. Parfois, les plus belles façades cachent les plus grandes fissures. Elle fronça les sourcils, intriguée, mais n'insista pas. Le soir, l'hôtel particulier du gala était une féerie de lumière et de luxe. Je gravis les marches seule, délibérément. À l'intérieur, le brouhaha des conversations mondaines et le tintement du cristal formaient une symphonie de l'opulence. Je le repérai instantanément. Antoine, tel un roi sur son trône, trônait au centre d'un cercle d'obligés, son rire fort et assuré. Mes beaux-parents, Jean-Pierre et Martine, fendirent la foule pour venir à ma rencontre. Martine, engoncée dans une robe de créateur qui semblait la momifier, me dévisagea. Élodie. Cette robe est très simple. Tu aurais pu faire un effort pour soutenir ton mari. Bonsoir, Martine. Je préfère l'élégance à l'ostentation, rétorquai-je avec un sourire glacial. Jean-Pierre, lui, ne s'embarrassa pas de faux-semblants. Antoine est magnifique ce soir. Il est le pilier de cette famille, la fierté de notre nom. Mon regard glissa par-dessus son épaule. Et là, elle se tenait. Camille. La protégée. Blonde, jeune, affichant une admiration servile. Et autour de son cou, l'éclat nocturne scintillait, captant la lumière des lustres, comme un phare signalant le naufrage de ma vie. Le théâtre des apparences était terminé. Le combat pouvait commencer. Une vague de chaleur monta en moi, une fureur primale qui me donnait envie de traverser la salle, d'arracher ce bijou de son cou et de le jeter au visage de mon mari. L'image était d'une violence satisfaisante, mais c'était une impulsion de victime, pas de stratège. La colère est un feu qui consume. La mienne devait devenir un glacier, lent, puissant, inarrêtable, capable de tout broyer sur son passage. Je pris une coupe de champagne sur un plateau, le froid du verre ancrant mes esprits. Je devais être plus intelligente qu'eux. Je devais utiliser les codes de leur monde, ce monde de faux-semblants et de cruauté polie, pour les détruire. Pendant près d'une heure, je suis devenue une ombre observatrice. Je circulais, je souriais, j'échangeais des mots vides avec des gens dont j'avais oublié le nom, mais mon radar intérieur était entièrement fixé sur eux. Je les regardais fonctionner. Ils étaient bons. Discrets. Des professionnels de la tromperie. Mais l'habitude les rendait négligents. Je notais tout. La façon dont son regard à lui la cherchait constamment dans la foule pour s'assurer qu'elle était là, qu'elle le regardait. La façon dont elle rougissait légèrement quand il riait trop fort.
La main qu'il posa une fraction de seconde de trop dans le bas de son dos pour la guider à travers un groupe. Des détails invisibles pour le commun des mortels, mais pour une femme trahie, c'étaient des aveux signés en lettres de sang. Il se croyait à l'abri, protégé par le bruit et la foule, persuadé de mon aveuglement. J'ai attendu le moment parfait. Je l'ai vu près du buffet, engagé dans une conversation avec un couple d'âge mûr, des clients importants d'Antoine. C'était ma scène. Je me suis approché, mon visage affichant un sourire radieux et serein. Antoine, mon amour. Je te cherchais. Tu ne me présentes pas? La surprise le figea. Il ne s'attendait pas à ce que j'ose l'interrompre en plein travail de réseautage. Il se reprit vite, son masque d'homme d'affaires affable reprenant sa place. Élodie. Avec plaisir. Je te présente Camille, notre nouvelle directrice de projet. Une véritable perle. Enchantée, Camille, dis-je, ma voix douce comme du velours. Je lui serrai la main, mais mon regard plongea immédiatement vers son décolleté. Je le laissai s'y attarder, lourdement, avant de remonter vers ses yeux. Ce collier est une pure merveille. Absolument exquis. Camille devint écarlate, un mélange de fierté et de panique. Oh, merci. C'est. Je ne la laissai pas chercher ses mots. Je me tournai vers Antoine, mon sourire s'élargissant, mais n'atteignant pas mes yeux. Antoine, vraiment, tu as un goût infaillible pour dénicher les talents, et pour les parer de leurs plus beaux atours. Je fis une pause, un silence chirurgical. Ce collier est la preuve d'un investissement considérable. Un investissement dans le futur de l'entreprise, j'en suis sûr. Je le fixais, sans ciller. Il avait compris. La panique, cette fois, était bien visible dans le tressaillement de sa paupière. Il savait que je savais. Il savait que j'avais choisi de l'exposer, non par une crise de nerfs, mais par une attaque ciblée et publique. Le couple de clients, sentant l'odeur du soufre, s'excusa et s'éloigna rapidement. Nous étions seuls tous les trois, dans une bulle de silence glacial. Eh bien, dis-je en terminant ma coupe. Je vous laisse à vos importantes stratégies. Bonne soirée. Je leur tournai le dos et m'éloignai avec la démarche assurée d'une reine quittant le champ de bataille après le premier assaut victorieux. Je ne me retournai pas. Je n'en avais pas besoin. Je savais que je venais de planter le venin du doute et de la peur au cœur même de leur liaison. Contrairement à ce qu'il aurait pu attendre, je ne suis pas parti. Je suis resté, flottant à travers la soirée comme un fantôme élégant. J'étais le rappel constant de sa trahison, un sourire poli sur les lèvres. Chaque fois que son regard croisait le mien, je lui offrais un petit hochement de tête, un geste qui disait « Je sais. Et je suis là ». C'était une forme de torture psychologique bien plus efficace que n'importe quelle scène. Ce n'est que tard dans la nuit, après être rentré seul, que j'ai mis en branle la phase suivante de mon plan. La maison était silencieuse. J'ai attendu. Je l'ai entendu rentrer bien après moi, marcher sur la pointe des pieds, hésiter devant la porte de notre chambre, puis finalement se réfugier dans la chambre d'amis. Le lâche. Je me suis enfermée dans mon bureau, le seul endroit où je me sentais encore maîtresse de mon destin. Je n'ai pas appelé ma mère pour pleurer. Je n'ai pas appelé une amie pour me plaindre. J'ai composé le numéro de la seule personne capable de comprendre le langage que je parlais désormais, celui de la guerre. Sophie. Sa voix était rauque de sommeil. Élodie? Il est 2 heures du matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, Sophie. Mieux que jamais, répondis-je, ma voix d'un calme qui la fit se redresser dans son lit. Je l'entendais presque. J'ai besoin de tes services. Pas pour une médiation. Pas pour un arrangement à l'amiable. Pour une démolition. Il y eut un silence, puis le clic d'une lampe de chevet. Raconte. Je lui ai tout exposé. Froidement. Les doutes, les comptes, la mallette, la facture, le reçu, le gala, le collier, la confrontation silencieuse. Je n'ai pas ajouté de fioritures émotionnelles. C'était un exposé des faits, un dossier d'accusation. Quand j'eus fini, Sophie ne m'offrit pas de condoléances. Elle m'offrit une stratégie. Bien. La faute est caractérisée et prouvée. C'est une excellente base de départ. Mais tu as raison, ce n'est que la surface.
Un homme qui agit avec une telle arrogance est soit un imbécile, soit quelqu'un qui se croit totalement à l'abri. Et Antoine n'est pas un imbécile. Non, confirmai-je. Il est pire. Il est méthodique. Alors nous devons l'être aussi, enchaîna Sophie, sa voix maintenant vive, acérée. L'infidélité nous donnera le divorce pour faute, c'est bien pour l'ego, mais ça ne remplit pas le compte en banque. C'est la dissimulation de patrimoine qui va le crucifier. C'est là-dessus qu'on va frapper. C'est moi qui ai dicté la marche à suivre, mon esprit fonctionnant avec une clarté nouvelle. Je veux un détective privé. Le meilleur. Pas un paparazzi pour prendre des photos de lui sortant d'un hôtel. Un expert comptable, un ancien du fisc, quelqu'un qui sait où chercher. Je veux un audit complet de ses finances personnelles et professionnelles sur les 10 dernières années. Ça va coûter une fortune, m'avertit Sophie. J'ai de l'argent de côté, l'héritage de mes parents qu'il n'a jamais réussi à toucher. Je le considère comme mon fonds de guerre. L'argent n'est plus un but, c'est une arme. Un petit rire sec s'échappa des lèvres de Sophie. Tu me plais, Élodie. Tu as changé. D'accord. Je m'occupe de trouver l'oiseau rare. De ton côté, le plus dur commence. Tu dois devenir la meilleure actrice du monde. Tu es l'épouse fragile, celle qui a fait une crise de jalousie et qui le regrette. Sois douce, sois soumise. Laisse-le baisser sa garde. Son arrogance sera notre meilleur atout. En raccrochant, je me sentais habité par une force nouvelle. La douleur était toujours là, une braise ardente au fond de moi, mais elle était maintenant canalisée. Antoine avait fait de moi une victime. J'allais faire de lui un exemple. Le lendemain matin, j'ai entamé la performance de ma vie. Quand Antoine est descendu, le visage fermé, s'attendant à une confrontation, il m'a trouvé dans la cuisine, un sourire contrit sur les lèvres. Je lui ai servi son café et je me suis excusé. Ma voix était douce, légèrement tremblante, un chef-d'œuvre de fausse vulnérabilité. Antoine, je suis désolée pour hier soir. J'ai été ridicule. La fatigue, le stress. J'ai imaginé des choses. J'ai honte de mon comportement. Il m'a observé, méfiant, cherchant le piège. Mais mon jeu était parfait. J'ai même laissé une larme perler au coin de mon œil. C'était le coup de grâce. Il a soupiré, un soupir de soulagement et de supériorité. Le grand homme pardonnant à sa petite femme fragile ses errements émotionnels. Ce n'est rien, Élodie. Oublions ça, dit-il avec une magnanimité condescendante. La tempête était passée, pensait-il. Il venait de rentrer dans ma toile. Pendant que je jouais la comédie à la maison, mon équipe se mettait en place. Sophie avait engagé le hibou, un ancien inspecteur des impôts devenu détective privé, une légende dans le milieu pour sa capacité à dénicher les actifs les mieux cachés. Ma prochaine étape était cruciale et risquée, l'obtention de son ADN. L'occasion s'est présentée lors du dîner dominical chez ses parents. C'était une épreuve, comme toujours. Martine me gratifiait de ses piques habituelles sur ma carrière d'amuseuse de salon, tandis que Jean-Pierre ne tarissait pas d'éloges sur le « génie » de son fils. Je subissais en silence, mon sourire de Joconde vissé au visage. Antoine, pour se donner une contenance, se servit un grand verre de son côte rôtie préféré. Au moment de passer à table, il laissa son verre à moitié plein sur la table basse du salon. C'était ma fenêtre de tir. Prétextant aller chercher une carafe d'eau à la cuisine, j'ai agi vite. D'un geste qui se voulait naturel, j'ai pris son verre et le mien pour débarrasser. Dans l'office, à l'abri des regards, mes mains étaient d'une précision chirurgicale. J'ai sorti de mon sac à main un sac de congélation et une paire de gants fins. J'ai glissé le verre d'Antoine à l'intérieur, les sceller et les cacher au fond de mon grand sac. L'opération n'avait pas duré plus de 30 secondes. La partie concernant Chloé fut la plus douloureuse. Utiliser mon enfant, même pour la vérité, me semblait une trahison. J'ai attendu le bon moment, profitant de son projet de généalogie pour le bac. Un soir, je me suis assise à côté d'elle. Ton devoir m'a fait réfléchir, ma chérie. C'est fou tout ce qu'on peut apprendre avec l'ADN. J'ai vu qu'on pouvait faire des tests pour connaître nos origines, nos prédispositions à certaines maladies. Ça me fascine. Ça te dirait qu'on le fasse ensemble,
juste pour voir? Mon ton était léger, curieux. Elle haussa les épaules, plus intéressée par son téléphone que par mes lubies. Ouais, si tu veux, maman. Le kit est arrivé. L'avoir frotté cet écouvillon à l'intérieur de sa joue, avec l'innocence de ses 17 ans, m'a brisé le cœur. Chaque geste était un mensonge. Mais c'était un mensonge nécessaire pour déterrer une vérité bien plus monstrueuse. J'ai posté les échantillons le jour même. La dernière pièce de ma collecte fut la plus audacieuse. Un soir, Antoine, de plus en plus confiant, laissa son ordinateur portable professionnel ouvert sur le bureau du salon. Prétextant une recherche de recettes, je m'y suis installé. Mes doigts volaient sur le clavier. En moins de 10 minutes, suivant un tutoriel fourni par le hibou, j'avais installé un logiciel espion indétectable. Désormais, chaque frappe, chaque email, chaque fichier consulté serait copié sur un serveur sécurisé. J'avais les yeux et les oreilles partout. La toile était tissée. Il ne me restait plus qu'à attendre que la proie s'y empêtre définitivement. Le premier rapport du hibou est tombé comme un coup près une semaine plus tard. Il est arrivé sur une messagerie cryptée, un document froid et factuel qui détaillait l'architecture de la trahison financière d'Antoine. C'était encore plus vaste que ce que j'avais imaginé. Il n'avait pas seulement pioché dans les comptes. Il avait bâti un empire parallèle. Des sociétés écrans au Luxembourg, des comptes numérotés en Suisse, des investissements immobiliers à Dubaï via des prête-noms. Il avait méthodiquement détourné des millions, mélangeant nos actifs communs avec des fonds d'origine douteuse, rendant le tout presque intraçable. Mon apport personnel, l'héritage de mes parents que je pensais à l'abri, avait été aspiré dans ce trou noir financier. Il ne se préparait pas seulement à me quitter. Il se préparait à m'effacer, à me laisser sans rien. La lecture de ce rapport a transformé ma colère froide en une glace carbonique, brûlante et destructrice. Ce soir-là, alors que je contemplais l'étendue du désastre, mon téléphone vibra. Numéro masqué. Mon premier réflexe fut d'ignorer. Mais une impulsion me poussa à répondre. Allô? Une voix de femme, hésitante, presque un souffle. Élodie? C'est Isabelle. Isabelle. La sœur d'Antoine. L'artiste maudite de la famille, exilée à Paris, celle que l'on mentionnait toujours avec un soupir de pitié. Nous n'étions pas proches. Nos conversations se limitaient à des politesses gênées lors des réunions de famille. Isabelle? Comment? J'ai mes sources, coupa T.L. Je t'ai vu au gala. J'ai vu le collier. Et j'ai vu ton visage quand tu les regardais. Je connais ce regard. C'est le même que j'avais il y a 10 ans. Je restais silencieuse, sur la défensive. Que me voulait-elle? Pourquoi cet appel, Isabelle? Un rire sec, amer, crépita à l'autre bout du fil. La solidarité féminine? Ne soyons pas ridicules. J'appelle parce que je le hais. Je le hais d'une haine pure, distillée par le temps. Quand notre père est mort, il a convaincu ma mère que j'étais une artiste instable, une droguée potentielle incapable de gérer son argent. Il s'est fait nommer tuteur de ma part d'héritage. Mon héritage. Il l'a investi, l'a fait fructifier, pour lui. Je n'ai jamais vu un centime. Il m'a volé, Élodie. Il m'a humilié et m'a laissé sans rien pour financer son ascension. Sa voix était chargée d'une décennie de ressentiment. Je comprenais. Ce n'était pas de l'altruisme. C'était une alliance de circonstances, une convergence de haine. Je veux qu'il tombe, continua T.L., sa voix se faisant plus dure. Et tu es la seule à pouvoir le faire. Mais tu dois comprendre comment il fonctionne. Son vrai talent, ce n'est pas les affaires. C'est la manipulation. Il ne cache pas son argent dans des coffres. Il le cache derrière des gens. Il trouve leurs faiblesses, leurs besoins, et il les transforme en marionnettes. Pour moi, c'était ma propre mère. Pour ses affaires, c'est un réseau de prête-noms. Cette Camille, c'est de la poudre aux yeux. Un appât pour t'occuper. Cherche ailleurs. Cherche la personne que personne ne regarde. La femme invisible. C'est là que se cache son plus grand secret. C'est sa signature. Ces mots firent écho aux conclusions du hibou.
Ils donnèrent une nouvelle profondeur à la trahison. Ce n'était pas seulement de l'avidité. C'était un système. Un système pervers de domination. Merci, Isabelle, dis-je, et cette fois, la gratitude était sincère. Ne me remercie pas, siffla-t-elle. Fais-le tomber. Fais-le saigner. Fais-le pour toi. Et pense un peu à moi quand tu le feras. Elle a raccroché, me laissant avec cette nouvelle pièce du puzzle. Une pièce sombre et tordue. J'avais une alliée. Une alliée dont la soif de vengeance égalait presque la mienne. La partie d'échecs venait de devenir beaucoup plus intéressante. L'attente des résultats ADN fut une descente dans une dimension parallèle où le temps se distordait. Chaque journée s'étirait en une semaine, chaque nuit était un océan d'heures vides où mon esprit tournait en boucle. Je vivais comme une somnambule, accomplissant les gestes du quotidien avec une précision mécanique. Je souriais, je discutais, je travaillais, mais une partie de moi était ailleurs, suspendue dans le vide, attendant un verdict qui allait soit me ramener à la réalité, soit me précipiter dans l'abîme. Je regardais Chloé, et mon cœur se contractait. Je la voyais rire avec ses amis, se plaindre de ses devoirs, essayer une nouvelle robe. Chaque détail de sa vie d'adolescente était à la fois infiniment précieux et douloureusement poignant. Une pensée blasphématoire, que je tentais de repousser, revenait sans cesse, insidieuse. Et si? Je la chassais, m'en voulais, mais elle revenait, comme une marée noire. L'amour que je lui portais était la seule chose solide dans mon monde en décomposition, mais même cet amour était maintenant teinté par le poison du doute. L'email est arrivé un mardi après-midi, alors que j'étais seule dans mon bureau. L'objet était d'une banalité terrifiante, vos résultats d'analyse génétique sont disponibles. Mon sang se glaça dans mes veines. Mes mains, qui avaient été si stables pour voler un verre à vin, se mirent à trembler de façon incontrôlable. Je me levai, je fermai la porte à clé, puis je la rouvris pour vérifier. La paranoïa. Je me rassis, fixant l'écran. Cliquer sur ce lien, c'était comme sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau en bas. J'ai fermé les yeux. J'ai inspiré. L'air était lourd, épais. J'ai cliqué. Le portail du laboratoire s'est ouvert. J'ai tapé mon mot de passe, mes doigts glissant sur les touches. Et le rapport est apparu. Un fichier PDF. Je l'ai ouvert. Des pages de jargon scientifique, de tableaux, de graphiques. Mes yeux les ont survolés, cherchant frénétiquement la seule chose qui importait. La conclusion. Elle était à la fin, encadrée, comme une épitaphe. Analyse comparative, sujet A, sujet B. Conclusion. Les marqueurs génétiques analysés excluent toute possibilité de lien de parenté biologique direct entre le sujet A et le sujet B. Et en dessous, la phrase qui a fait s'arrêter l'univers. Probabilité de maternité, 0,00%. 0. Point. 0. 0. Il n'y a pas eu de cri. Pas de larmes. Juste un silence. Un silence blanc, assourdissant, absolu. Le silence d'un monde qui vient de s'éteindre. J'ai relu la phrase. 5 fois. 10 fois. Les lettres dansaient devant mes yeux mais le sens restait le même, immuable, brutal. 0%. Chloé. Ma fille. Mon bébé. La chaleur de sa peau contre la mienne. L'odeur de ses cheveux. Ses premiers pas. Ses premiers mots. Maman. Tout était un mensonge. Une construction. Une pièce de théâtre dont j'étais l'actrice principale sans même connaître le script. Et puis, le choc a fait place à une clarté fulgurante et monstrueuse. Tous les souvenirs se sont réalignés, illuminés par cette nouvelle et horrible vérité. L'infertilité, inexpliquée. La grossesse, miracle, à risque, qui m'avait cloué au lit, isolé du monde. Antoine, le mari dévoué, filtrant toutes les informations médicales. Les médecins sont très optimistes, mais il faut te reposer, ne penser à rien. L'absence totale de la moindre photo de moi enceinte, du moindre cliché d'échographie. C'est mieux pour toi, ma chérie, pour ne pas te stresser. Il ne m'avait pas seulement trompé. Il avait commis l'ultime profanation. Il avait simulé ma grossesse. Il avait utilisé mon corps comme un alibi,
Mon amour comme une garantie, ma vie comme une scène. Il m'avait volé l'expérience la plus fondamentale d'une femme pour y placer son propre secret. La douleur a atteint un point de rupture et s'est transformée en autre chose. Une rage. Une rage si pure, si froide, si dense qu'elle a solidifié mon âme. Les larmes viendraient plus tard. Pour l'instant, il n'y avait de place que pour la guerre. Il m'avait prise pour une idiote. Il allait découvrir la furie qu'il avait créée. La rage ne m'a pas rendue folle. Elle m'a rendue lucide. D'une lucidité terrifiante. Mon esprit, habituellement un tourbillon créatif de formes et de couleurs, est devenu une machine analytique, froide et précise. Chaque émotion était convertie en carburant pour la stratégie à venir. Le puzzle était presque complet, mais il manquait la pièce maîtresse, celle qui transformerait une affaire de divorce sordide en une histoire de conspiration monstrueuse. Ma première action fut de retourner sur le portail du laboratoire. Avec une main qui ne tremblait plus, j'ai commandé une nouvelle analyse, la dernière, une comparaison entre l'ADN d'Antoine, prélevé sur le verre à vin, et celui de Chloé. C'était une formalité, une simple vérification pour la rigueur du dossier. Je n'avais aucun doute sur le résultat. Il était son père. C'était la clé de voûte de toute sa machination. Ensuite, je me suis attaqué à la question qui hurlait dans mon esprit, qui ? Qui était la femme dont on avait utilisé le ventre pour porter mon enfant ? L'avertissement d'Isabelle, cherche la femme invisible, était mon seul guide. Camille était une fausse piste, une distraction. La vraie mère était une ombre, un fantôme. Et j'allais lui donner un nom et un visage. J'ai rappelé le hibou. Sa voix calme et posée était un contraste saisissant avec la tempête qui faisait rage en moi. J'ai une nouvelle mission pour vous, dis-je, ma propre voix me semblant lointaine, métallique. La plus importante. Oubliez les finances pour l'instant. Je vous écoute, Madame Dubois. Je veux que vous retrouviez la mère biologique de ma fille. Chloé Dubois. Née le 12 avril, il y a 17 ans. Elle a accouché à la clinique privée du Val d'Ouest, à Écully. C'est tout ce que j'ai. Pas de nom, rien. Juste la certitude qu'elle existe et qu'on l'a fait disparaître. Un silence s'installa à l'autre bout du fil, plus long que d'habitude. Je pouvais presque l'entendre peser la difficulté de la tâche. Madame, c'est une recherche d'une complexité extrême. Les dossiers médicaux de cette époque sont sur papier, archivés, protégés par le secret médical le plus strict. Remonter 17 ans en arrière sans un nom, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Je ne vous paie pas pour me dire que c'est difficile, rétorquai-je, ma voix dure comme la pierre. Je vous paie pour trouver des aiguilles dans des bottes de foin. Vous êtes un ancien de la Direction générale de la sécurité extérieure. Vous avez des compétences, des contacts. Vous savez comment faire parler les archives, comment trouver les failles. Le budget est illimité. Je veux un nom. Une photo. Son histoire. Je veux savoir qui elle était, ce qu'elle est devenue. Et je veux une discrétion absolue. Mon mari est le diable, ne le sous-estimez jamais. Il y eut un autre silence, puis un léger soupir. Compris. Ce ne sera pas rapide. Et ce ne sera pas propre. Mais je vais explorer quelques pistes. Je vous tiendrai informé. Ne m'informez pas, apportez-moi un résultat, dis-je avant de raccrocher. Les jours qui suivirent furent les plus étranges de ma vie. Je vivais avec cette connaissance terrible, ce secret qui me rongeait de l'intérieur. Je continuais ma mascarade avec Antoine. Je passais du temps avec Chloé, chaque moment partagé étant à la fois un trésor et une torture. Je l'aimais. Mon Dieu, comme je l'aimais. Cet amour était la seule chose réelle, la seule vérité qui subsistait. C'était un amour qui avait transcendé le sang bien avant que je sache qu'il n'y en avait pas. Et c'est au nom de cet amour que je menais cette croisade. Je n'étais plus une femme bafouée cherchant réparation. J'étais une mère protégeant son enfant de la vérité la plus laide qui soit, en traquant le fantôme qui la hantait sans même qu'elle le sache. Le hibou a mis 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles j'ai vécu sur un fil, oscillant entre l'espoir fébrile et le désespoir total. Le rapport confirmant qu'Antoine était bien le père biologique de Chloé est arrivé. Je l'ai à peine regardé. C'était une information, pas une révélation.
Je l'ai classé et j'ai attendu. Puis, un soir tard, alors que la ville endormie scintillait à travers les fenêtres de mon atelier, un nouveau message crypté est apparu. L'objet, rapport ERA, final. Le cœur battant à tout rompre, j'ai téléchargé et déchiffré le fichier. La lecture de ce rapport fut une plongée dans les abysses de la perversité humaine. Le hibou n'avait pas seulement été bon, il avait été diabolique d'ingéniosité. Conscient de l'impossibilité de percer le secret médical de front, il avait attaqué le problème par son point faible, l'argent. Il avait épluché les comptes de la clinique sur la période de la naissance de Chloé, à la recherche de transactions inhabituelles. Et il avait trouvé. Un paiement unique et massif, provenant d'une société fiduciaire suisse, avait servi à régler les frais d'hospitalisation d'une patiente. Cette société, après une enquête plus approfondie, s'est révélée être une façade pour une agence genevoise ultra discrète spécialisée dans la gestion de patrimoine et services personnels sur mesure. Leur service, en réalité, incluait la gestation pour autrui pour une clientèle fortunée, une pratique totalement illégale en France. Le nom de la patiente était là, noir sur blanc. Anja Nowak. 20 ans à l'époque. Une étudiante en lettres venue de Pologne pour un programme d'échange à l'université Lyon 2. Le rapport contenait sa photo d'étudiante, une jeune femme au visage ovale, aux grands yeux clairs empreints d'une mélancolie profonde. Le mécanisme de la conspiration était d'une cruauté glaciale. Anja, issue d'un milieu modeste, avait été repérée et approchée par l'agence. En échange d'une somme qui représentait pour elle une vie entière de travail, elle avait accepté de porter l'enfant d'un client anonyme. Elle avait signé un contrat de confidentialité en béton armé. Elle avait accouché à la clinique du Val d'Ouest sous un faux nom, avait remis le bébé, et avait été raccompagnée à la frontière 2 semaines plus tard avec l'interdiction formelle de jamais tenter de reprendre contact. Le hibou avait même retrouvé sa trace actuelle. Elle vivait dans une petite ville près de Cracovie. Elle s'était mariée, avait eu 2 autres enfants, 2 garçons. Elle tenait une petite boutique de fleurs. Une vie simple, à des milliers de kilomètres du drame qu'elle avait laissé derrière elle. Antoine n'avait pas seulement acheté un enfant. Il avait importé un ventre, loué une vie, et organisé une transaction humaine avec la froideur d'un homme d'affaires concluant un marché. Il avait exploité la précarité d'une jeune femme pour satisfaire son obsession de la lignée. Le rapport était complet. Les preuves des transferts bancaires. Une copie du contrat, obtenue via une source à Genève. La photo d'Anja. Son adresse actuelle. Je suis resté prostré dans mon fauteuil, le souffle coupé. Je tenais la preuve. La preuve ultime. Pas seulement de sa trahison, mais de sa monstruosité. Lentement, avec des gestes rituels, j'ai commencé à assembler mon arme. J'ai imprimé chaque page du rapport du hibou. J'ai imprimé les résultats des 2 tests ADN. J'ai imprimé les photos de Camille et son collier. J'ai imprimé les organigrammes des sociétés écrans. J'ai tout rassemblé, page par page, dans un grand classeur à levier, noir et sobre. Je l'ai baptisé le dossier annihilation. Le piège était désormais matériel, tangible. Il ne me restait plus qu'à organiser la cérémonie de sa mise à mort sociale. Et le spectacle serait inoubliable. J'ai choisi le dimanche soir. Le dîner dominical était sacré pour Antoine. C'était son théâtre, la scène hebdomadaire où il jouait le rôle du patriarche réussi, entouré de sa famille dévouée. Ses parents, Jean-Pierre et Martine, étaient toujours présents, ainsi que sa sœur Isabelle, que j'ai fait monter de Paris sous le prétexte fallacieux de vouloir son avis sur un projet de décoration. Je voulais un public complet pour la première de ma tragédie. J'ai mis les petits plats dans les grands. J'ai passé l'après-midi à cuisiner son plat favori, un bœuf bourguignon qui embaumait toute la maison. J'ai dressé la table avec la porcelaine de Limoges et l'argenterie de famille. Des bougies, des fleurs fraîches. La scène du crime était parfaite. Durant le repas, ma performance fut digne d'un Oscar. J'étais l'épouse parfaite. Sereine, attentive, distillant des sourires et des anecdotes légères. Mon calme était si anormal, si contre nature, qu'il a commencé à les mettre tous mal à l'aise. Antoine, en particulier, me jetait des regards soupçonneux par-dessus son verre de vin. Il sentait le piège sans pouvoir le nommer. L'air dans la salle à manger s'épaississait,
chargée d'une électricité invisible. Au moment du dessert, une tarte tatin maison, je me suis levée. Ma voix était claire, posée, ne trahissant aucune émotion. Avant de continuer, si vous le permettez, j'aimerais vous montrer quelque chose. Un petit projet sur lequel j'ai travaillé récemment. Une sorte de bilan de notre belle famille. Sous leurs regards interloqués, je me suis dirigée vers la console où j'avais dissimulé un petit vidéoprojecteur. Je l'ai allumé. Un faisceau de lumière a balayé la pièce et une image est apparue sur le grand mur blanc. Acte 1. L'argent. L'organigramme des sociétés écrans s'est affiché, net et précis. Des flèches colorées illustraient le parcours de l'argent, de nos comptes communs vers le Luxembourg, la Suisse, Dubaï. J'ai fait défiler les diapositives comme une directrice financière présentant ses résultats. Les relevés bancaires, les dates, les montants astronomiques. La fraude était là, disséquée, incontestable. Jean-Pierre a blêmi. Martine a lâché sa cuillère à dessert, qui a heurté son assiette avec un bruit sec et dissonant. Acte 2, la chair. Avant qu'Antoine, livide, ne puisse formuler une protestation, j'ai cliqué à nouveau. Les photos. Des photos volées par le hibou. Antoine et Camille, s'embrassant passionnément dans une ruelle de Venise. Riant à gorge déployée à la terrasse d'un café parisien. Entrant main dans un hôtel de luxe. Puis des captures d'écran de leurs messages, des mots doux entremêlés de commentaires méprisants à mon sujet. Martine a étouffé un cri. Mais son père a tenté une défense pathétique, un homme a des faiblesses, Élodie. Il faut parfois savoir pardonner. Acte 3, le sang. Je l'ai interrompu d'un geste de la main. Oh, ne vous en faites pas pour ma capacité à pardonner, Jean-Pierre. Parlons plutôt de votre obsession. Votre obsession maladive pour la lignée, pour la transmission du nom du bois. J'ai éteint le projecteur. La pièce était maintenant seulement éclairée par la lueur vacillante des bougies, créant des ombres dansantes sur leurs visages décomposés. Je me suis approché de la table. J'ai ouvert le dossier annihilation. J'en ai sorti une seule photo, une photo d'identité en couleur. Le visage triste et jeune d'Anja Nowak. Je l'ai posée délicatement au centre de la table. La connaissez-vous? Non, évidemment. Permettez-moi de vous présenter la mère biologique de votre seule et unique petite fille. Puis j'ai posé le lourd classeur noir à côté de la photo. Et ceci, dis-je en tapotant le dossier, ceci est le véritable acte de naissance de votre héritier. Ce n'est pas une histoire de famille. C'est une transaction commerciale. Un mensonge de 17 ans. Le silence qui a suivi n'était pas un simple silence. C'était le son d'un monde qui s'effondre sur lui-même. Le premier à réagir fut Antoine. La fureur a fait voler en éclats son masque de sophistication. Il s'est levé d'un bond, renversant sa chaise dans un fracas de bois et de cristal. Son visage, congestionné par la rage, était méconnaissable. « Comment oses-tu » a-t-il hurlé, sa voix rauque emplissant la pièce. « Espionner ma vie, étaler nos affaires privées comme ça. Pour qui te prends-tu ? Pour la femme que tu as détruite, ai-je répondu, ma voix un fil de glace. Pour la mère à qui tu as volé son enfant. Tu parles de tes affaires ? Rien de tout cela ne t'appartient vraiment, Antoine. Tout est construit sur le mensonge et le vol. C'est alors que Martine, sa mère, a révélé le fond de son âme. Elle ne s'est pas tournée vers son fils pour le réprimander, mais vers moi, le visage tordu par une haine pure. Tu n'as jamais été capable de lui donner un héritier, a-t-elle sifflé, chaque syllabe empoisonnée. Tu étais une coquille vide, une déception. Il a dû réparer ton échec. Il a sauvé le nom de notre famille. Tu devrais te mettre à genoux et le remercier. Cette justification monstrueuse, cette absolution maternelle de l'inqualifiable, a éteint la dernière étincelle de pitié en moi. Ils étaient complices. Pas seulement par silence, mais par conviction. Antoine, galvanisé par le soutien de sa mère, a fait un pas vers moi, le doigt accusateur. Elle a raison. Tu étais stérile. Tu hontes ça ? Stérile. C'était la seule solution. Notre vie était parfaite, et tu as tout foutu en l'air par ta jalousie maladive. Le mot « stérile » a explosé dans le silence, un éclat de shrapnel verbal conçu pour me anéantir.
Mais il n'a pas vu ce que moi, j'ai vu. En haut de l'escalier qui menait au salon, une ombre. Chloé. En pyjama, les cheveux en bataille, attirés par les hurlements. Elle était là, immobile, le visage livide, les yeux écarquillés d'horreur. Elle avait tout entendu. Mon cœur s'est arrêté. Dans ce chaos, elle était la seule qui comptait. J'ai ignoré le monstre qui me faisait face et sa génitrice. J'ai contourné la table, mes jambes semblant flotter. Je me suis agenouillée sur la première marche de l'escalier, pour me mettre à sa hauteur. J'ai pris son visage glacé entre mes mains. Chloé. Chérie. Regarde-moi, ai-je murmuré, ma voix soudainement douce, urgente. Ne les écoute pas, écoute-moi. Ce qu'ils disent, ce papier sur la table, ça ne change rien. Rien. Tu m'entends? Elle a hoché la tête, un sanglot muet secouant ses épaules. Amère, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de temps. De câlin. De devoir de maths. De secrets confiés à minuit. C'est toutes les nuits où j'ai veillé quand tu avais de la fièvre. C'est toutes les fois où j'ai eu peur pour toi, où j'ai été fière de toi. Tu es ma fille. Tu es le meilleur de ma vie. C'est eux qui ne sont pas une famille. Elle s'est jetée dans mes bras, son corps frêle tremblant contre le mien. Je l'ai tenue, la protégeant du venin qui remplissait la pièce. Puis, j'ai senti un changement. Elle s'est redressée. Elle a essuyé ses larmes d'un geste rageur. Elle a descendu les marches, a traversé le salon sans un regard pour son père ou ses grands-parents, et est venue se planter à mes côtés. Elle a glissé sa main dans la mienne et l'a serrée si fort que ses jointures ont blanchi. Elle avait fait son choix. Je me suis relevée, Chloé ancrée à mon flanc. J'ai regardé Antoine. Ma voix était celle d'un juge rendant sa sentence. Calme. Froide. Irrévocable. Prends tes parents. Et sortez de ma maison. Leur départ fut pathétique. Il n'y eut plus de cris, plus de fureur. Juste le silence assourdissant de la défaite. Antoine semblait s'être vidé de sa substance, son arrogance envolée, ne laissant qu'un homme hagard et diminué. Jean-Pierre, le patriarche déchu, soutenait Martine qui pleurait silencieusement, non pas de remords, mais de l'humiliation subie. La porte s'est refermée sur eux, et avec elle, sur 17 ans de ma vie. Dans le salon, au milieu des débris de notre ancienne existence, nous n'étions plus que 3. Chloé, toujours agrippée à ma main, Isabelle, qui s'était tenue en retrait, et moi. Isabelle s'est approchée, a posé une main sur mon bras. Il l'avait bien mérité, a-t-elle dit simplement, avant de s'éclipser avec la discrétion d'une ombre, nous laissant l'espace pour respirer. Les mois qui ont suivi furent une guerre de tranchées juridiques. Mais j'avais la meilleure des générales en la personne de Sophie, et l'arme nucléaire avec le dossier annihilation. Face aux preuves irréfutables de fraude fiscale, de détournement de fonds, d'organisation de gestation pour autrui illégale et de préjudice moral, la défense d'Antoine s'est effondrée. Le divorce fut prononcé à ses torts exclusifs. Le jugement fut exemplaire. Il a perdu la majorité de sa fortune, son nom a été traîné dans la boue, et le cercle de la haute société lyonnaise, si prompt à l'encenser, lui a tourné le dos avec une hypocrisie non dissimulée. Son empire s'est écroulé comme un château de cartes. Mais notre reconstruction, à Chloé et à moi, fut un processus bien plus long et complexe. Nous avons vendu la grande maison de Fourvière, ce magnifique tombeau rempli de mauvais souvenirs. Nous avons acheté un grand appartement lumineux sur les quais de Saône, un lieu rempli de lumière, de livres et de musique. Un lieu pour nous. Notre relation a dû se réinventer. Il y a eu des jours difficiles, des silences pesants, des crises de larmes. Chloé a suivi une thérapie pour l'aider à digérer le séisme qui avait ravagé ses fondations. Elle a dû faire le deuil du père qu'elle croyait avoir et accepter la réalité de l'homme qu'il était vraiment. Un après-midi, alors que nous étions assises sur notre nouveau balcon, elle m'a posé la question que je redoutais et attendais. Tu crois que je devrais essayer de la contacter? Anja. J'ai pris sa main. C'est une décision qui n'appartient qu'à toi, ma chérie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Sache juste que si un jour, tu ressens ce besoin, je serai là. Je t'aiderai dans tes recherches. Je te soutiendrai, quelle que soit l'issue. Ta paix intérieure est la seule chose qui compte.
Elle a semblé soulagée par ma réponse. Elle n'a plus jamais reparlé de ça. L'important était que la porte soit ouverte, sans pression. La véritable fin de cette histoire n'a pas eu lieu dans un tribunal, mais 1 an plus tard, dans la cuisine de notre appartement. Nous préparions le dîner ensemble, en riant d'une blague stupide. La lumière dorée du soir entrait par la fenêtre. C'était une scène d'une simplicité et d'une paix profonde. Chloé s'est arrêtée de couper les légumes et m'a regardée avec une gravité soudaine. Toute sa vie, il a tout acheté, dit-elle, comme une révélation. Son succès, ses amis, le respect des gens. Il a même essayé de m'acheter, en quelque sorte. Un petit sourire triste a flotté sur ses lèvres. Mais il a oublié d'acheter la seule chose qui ne s'achète pas. Et qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé doucement. Elle a attrapé ma main, l'a posée sur son cœur. Ça, a-t-elle murmuré. L'amour. Le vrai. À cet instant, j'ai su que nous avions gagné. Pas contre lui. Mais pour nous. J'ai perdu un mari, une fortune et des illusions. Mais j'ai gagné ma fille, pour la 2e fois. Et dans le processus, je me suis retrouvée. Une femme qui n'avait plus peur, une femme qui se tenait debout, au soleil. Et je n'ai jamais, jamais regardé en arrière.